Alors, Laure est une rationnelle, start-upeuse, experte en PowerPoint. Parlez-lui des voyantes, des esprits ou des Madame Irma, elle n'y croit pas. Alors, quand elle se découvre des dons magiques, une capacité à entendre des voix qui guident, elle lâche sa vie rationnelle pour mettre à jour ses croyances et explorer ce monde de l'invisible. Alors moi qui n'y connais rien aux guérisseuses, aux voyantes et autres trucs dits perchés, j'ai adoré le témoignage de Laure. Elle vient me gratter les croyances et mes normes avec des anecdotes vécues, de la dérision et un sens critique bien ancré. Je serais curieux de savoir ce que le témoignage de Laure vous fait. N'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Allez, en route pour Nantes, Laure m'accueille chez elle. Bonne écoute. Est-ce que tu peux me décrire la pièce dans laquelle on est ? Alors, on est dans la salle de soins, qui est une toute petite pièce avec 3 tableaux, une bibliothèque et en général un petit matelas au sol. Trop bien. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence ? Non, je crois pas. En vrai, je vais avoir froid, je vais mettre mon pull. Et du coup, ça me permet de rappeler le deal avec lequel on a bien discuté, mais il n'y a pas de montage. Ouais. Je vais pas sélectionner ta parole et ça m'est très important. Ouais. Et du coup, toute notre conversation sera disponible, sauf moment où il faut pour des questions de confidentialité, il faut couper et donc je rajoute des petits bips, quoi. Est-ce que ça te va qu'on se lance ? Parfait. Moi, j'aurais envie qu'on commence par comment nous, on se connaît. Ouais, carrément. Tu te souviens ? Bah, bien sûr, évidemment, je me souviens. Comment on s'est rencontrés ? On était tous les deux entrepreneurs et on avait décidé de suivre un programme d'incubation. C'est un jargon très entrepreneurial. Donc, en gros, on était aidés en tant qu'entrepreneurs à Entropia, qui est un programme d'incubation de l'ESSEC. Ouais. On avait suivi plein de formations très chouettes et surtout, on avait beaucoup fait la fête. On avait fait pas mal de petites soirées, on buvait des verres et on disait tous alors, moi, mon grand besoin du moment, c'est d'avoir de l'argent. Non, on avait plein d'autres besoins, mais franchement, c'était notre besoin en commun à tous. Et tu te sens super loin de cette Laure-là ? Grave. C'était la Laure Startup Nation ? Je pense que je suis passée par là, ouais. Et après, j'ai eu une grosse phase de rejet, où je me suis dit, non mais, quel bullshit. J'ai fait 3500 de pitch où j'ai à chaque fois raconté n'importe quoi. À la fin, mon associé, quand je pitchais, je racontais tellement des chiffres qui étaient faux, il me disait je prends des notes pour pas te contredire. Ouais. Est-ce que du coup on peut se lancer dans ce déclic, dans ce tournant de vie ? C'était ça un peu la proposition du podcast. Je crois que je l'aime bien. Au début c'était juste brouillon, tu vois, le descriptif du podcast qui disait ok, histoire de devenir moi. C'est des gens qui racontent des tournants de vie, soit des décisions, soit des choses qui leur ont été imposées, une vie qui change d'un coup, et en quoi ça les a aidés à devenir un peu plus eux-mêmes ou elles-mêmes. Toi, ton tournant, tu dirais quoi ? Eh ben, écoute, pour moi, le tournant, c'est quand je suis arrivée à Nantes, quand je me suis installée à Nantes, donc il y a 2 ans, et que ça a commencé à être la cata dans mon couple avec Sarah. Ta femme ? Ma femme, ouais. En plus, on s'était mariés à peine 8 mois avant, donc je me disais c'est un peu court pour que ce soit déjà la cata, mais bon, pourquoi pas. Et c'était la cata, et je me disais mais bon, ça ira mieux. Et il se trouve que ça n'allait pas mieux. Et un midi, je déjeune avec une collègue. À l'époque, je travaillais chez Maison du Monde. Je travaillais auprès de la DG Julie Valbaum, qui est toujours, je pense, une femme très inspirante, et j'avais décidé de rejoindre pour bosser sur la transition RSE et la transformation de l'entreprise. Et donc à midi, je me retrouve à déjeuner avec la directrice RSE, et elle me raconte... RSE ? Pardon. Non, mais pour ceux qui... Responsabilité sociale des entreprises. Donc en gros, c'était un peu Madame écologie, si tu veux. Donc pour moi, c'était un peu waouh. Moi qui venais pour essayer de rendre la boîte un peu plus verte. Et Maison du Monde, ça fait des meubles, c'est ça, meubles, déco. C'est quand même une grosse boîte qui fait 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger, donc c'est vraiment
quand même un sacré truc. Et tu déjeunes avec la personne en charge de s'assurer de l'impact environnemental de cette entreprise. Ce qui est quand même un poste... elle était aussi rattachée à la DG, donc je la connaissais pas très bien. On avait fait 2 réunions de travail ensemble, mais je me disais, elle a quand même un poste waouh, tu vois. Moi, j'avais des paillettes plein les yeux de la rencontrer, cette dame, qui était en plus assez impressionnante. Bref. Et donc, je sais pas comment, elle nous dit, de toute façon, je pars bientôt. Et j'étais avec une autre collègue et on la cuisine parce qu'on se dit mais tu vas faire quoi ? Pourquoi tu veux pas nous dire ? Elle nous dit qu'elle change de domaine, mais qu'elle peut pas nous dire. Enfin bref, on est 2 grandes curieuses à se déjeuner ce jour-là et donc on la cuisine vraiment très 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 fort. Et elle finit par nous dire en fait je pars parce que je suis médium. J'ai découvert que j'étais médium. Alors là, moi, hyper surprise. Je me dis ah bon ? À ce moment-là, qu'est-ce que tu comprends ? D'être médium, ça veut dire quoi à ce moment-là, pour la Laure de ce moment-là ? Pas grand-chose, à part que c'est un peu ésotérique, quoi. Enfin, je me dis médium, ça veut dire quoi ? Tu reçois des messages, t'as des images. Pour moi, je vois Madame Irma avec une boule de cristal, tu vois. Je me dis, bon, si c'était pas elle, je me dirais la meuf est tarée, elle me ment, c'est une escroc. Mais comme c'était une nana pour qui j'avais beaucoup de respect, je me dis, bon, il doit y avoir un fond de vrai. En tout cas, je suis un peu surprise. Et on essaie de la faire parler, mais bon, on sent qu'elle veut pas trop nous en dire plus. J'en reste là, et je pense que j'en serais restée là si j'étais pas dans ce contexte de crise de couple avec Sarah. Mais il se trouve que je rentre le soir, et je raconte à Sarah cette affaire de rencontre. Ma collègue, trop drôle, elle part, elle est médium. Et Sarah me dit « Ah non mais attends, c'est génial ! J'ai toujours rêvé de faire une consultation avec une médium. » Je dis « Quoi ? Tu m'as jamais dit ? » Ah bah non, mais parce que je voulais pas tomber sur une charlatan, il y en a tellement dans ce milieu, mais là, c'est ta collègue, donc elle est forcément fiable, elle s'est pas inventé une vie, quoi. Je fais non, mais attends, tu veux aller voir ma collègue, qui est quand même encore ma collègue, s'il te plaît, pour lui raconter nos problèmes de couple ? Pour moi, c'est pas ok, en fait. J'ai pas du tout envie que tu racontes. En plus, peut-être qu'elle est vraiment médium, et que même si tu lui racontes pas, elle va le deviner, donc moi, je suis pas du tout en sécurité pour que tu ailles voir cette collègue. C'est hors de question. Donc je mets un veto. Carton rouge. Et mon veto tient 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, je vois que notre couple est vraiment en train de partir en éclats. Donc, je lui dis, tu sais quoi, j'ai plus rien à perdre. Va raconter notre vie à ma collègue. Je t'en prie, chérie. Et donc, elle me dit, ok, merci. Génial, j'y vais. Et donc, elle prend rendez-vous. Et puis après, moi, je me dis, après tout, si elle raconte notre vie, j'ai plus rien à perdre. Ouais. Moi aussi, j'y vais à ce moment-là. Et donc, je recontacte ma collègue, je lui dis, ça te dérange pas si tu te serais pas mal à l'aise si je venais te voir en consultation ? Elle me dit, t'inquiète pas, la moitié de la boîte vient me voir. Et donc, je prends rendez-vous. Finalement, j'y vais même avant Sarah. Et j'arrive chez elle, hyper gênée. Elle me dit, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Je lui dis non, absolument rien. Je veux rien te partager. Je suis juste curieuse, voilà. Et donc, elle m'escorte jusqu'à sa salle de soins qui est dans sa maison. Et on arrive donc sur une espèce de table qui ressemble à la table des kinés, en fait. Donc elle me propose de m'allonger sur cette table. Alors moi, je suis un peu toujours hyper gênée, donc je m'allonge, mais vraiment, tu sais, le bout de bois, quoi. Hyper rigide, genre, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis curieuse, mais j'ai un peu la trouille. Et donc, je m'allonge, et en fait, là, elle commence... elle me touche pas, mais je sens qu'elle fait je vois qu'elle fait des signes avec ses mains, je sais pas, des gestes bizarres que je comprends pas. Et au-dessus de ton corps, donc toi t'es allongée. Ouais, je suis allongée. Sur le dos. Exactement, ouais, sur le dos. Elle fait des trucs avec ses mains, et plus elle fait des trucs avec ses mains. Donc elle les appose en parallèle de ton ventre, par exemple ? Franchement, elle fait même des signes dans l'air. Enfin, vraiment, c'est hyper dur à décrire. À un moment, j'ai l'impression qu'elle enlève un truc de mon corps, et je sens qu'elle enlève un truc de mon corps, et elle me dit, t'avais un serpent dans les ovaires. Je suis, putain, sympa. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai quand même sorti un truc sortir de mon ovaire gauche, donc c'était quand même bizarre. Alors même que t'avais les yeux fermés. Là, j'avais les yeux fermés. Et qu'elle t'expliquait pas, voilà ce que je suis en train de faire. Et j'ai senti ça, et après elle m'a dit, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, t'avais un serpent dans l'ovaire. Je dis, putain. Ok. Et surtout, je sentais de la chaleur, des fluides circuler dans tout mon corps. C'était surprenant, c'était agréable, en fait, c'était assez confortable, je me sentais rassurée, à part cette situation où c'était quand même ma collègue. Mais sinon, c'était plutôt confortable, en fait. Donc jusque-là, j'étais quand même assez bluffée par ce qui se passait, parce que j'avais des sensations dans mon corps sans qu'on me touche, ce qui est quand même relativement rare chez moi. C'était la première fois pour toi ? C'était la première fois pour moi, ouais. Première expérience comme ça ? Première expérience, ouais. Moi, j'ai déjà fait du yoga et tout, mais tu vois, tu sens des petits picotements, enfin, ça reste... Voilà. Et du coup, première expérience, mais jusque-là, bon, je me disais, c'est assez surprenant, mais ça va, je gère...
mes croyances sont pas trop bouleversées. Bon, je peux croire qu'effectivement, énergétiquement, je suis pas scientifique, mais ça doit bien s'expliquer, voilà. Sauf que là, elle commence à entendre des choses. Et donc là, elle commence à me dire des choses sur ce qui m'est arrivé dans le passé dans ma vie. Et elle m'explique en quoi ça a un impact sur ma vie d'aujourd'hui, mes grandes blessures d'âme. Elle m'explique que ce sont mes guides qui s'adressent à elle. Enfin bref, moi, j'hallucine. En fait, je suis quand même hyper rationnelle comme meuf. Donc je me dis, ok, elle pose cette croyance qu'il y a des guides qui lui parlent et que c'est comme ça qu'elle a accès à ces infos. Moi, je vais pas adhérer à ces croyances. Pour autant, effectivement, ce que je vis, je peux pas l'expliquer avec mes croyances actuelles, parce que la science, a priori, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ne t'explique pas comment une personne a accès sur des infos confidentielles de ta vie qui ne sont pas sur Instagram ni sur Twitter, tu vois. Parce que là, on est toujours dans cette première session. On est toujours dans la première session. Après t'avoir enlevé le serpent des ovaires. Ouais, elle te... Là, elle commence à me dire des choses sur moi, vraiment sur... Qui sont vraies. Qui sont vraies. Elle me dit, t'es arrivée... telle agression quand t'étais petite, je vois que t'avais tel âge. Je fais, mais comment elle sait ça, quoi? Et après, elle me dit, et ça fait écho à une vie antérieure. Alors là, moi, je crois pas aux vies antérieures, donc déjà, on est dans la merde. Et elle me décrit une vie antérieure où j'ai aussi vécu cette agression, mais j'étais cette fois-ci un petit garçon. Et en fait, quand elle me décrit ça, j'ai toutes les images dans ma tête et ça me parle. Je vois le regard de mon père de l'autre vie. Mais je me dis, bon, ça se trouve, j'invente. Quand on te raconte une histoire, moi, on me lit une histoire, après, j'ai l'impression que c'était un film. Bon, je rationalise, je me dis, bon, c'est pas sûr du tout que ce soit vrai, mais quand même, ça me chamboule. Et puis surtout, comment j'explique qu'elle ait accès à toutes ces infos sur ma vie, quoi. Donc, je suis un peu chamboulée, profondément chamboulée, parce que, en fait, quand on remet en question tes croyances, c'est pas hyper confort. Bref, je te passe les détails, ça dure quand même 1 heure où elle me raconte plein de trucs sur moi, où j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était derrière mon épaule depuis que je suis née et qui sait tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, mais surtout toutes mes pensées les plus intimes, tous mes sentiments les plus intimes, et j'ai l'impression qu'on me comprend au plus profond de mon être. Et pourtant, on est très proches avec Sarah, et j'ai l'impression qu'on a un niveau de compréhension et d'intimité dont j'aurais même pas rêvé dans ma vie. Mais là, je suis sidérée. En fait, c'est ça, je suis sidérée. Donc bref, la séance se finit. Et comme je sais pas, j'ai tout de suite eu cette intuition, je me suis dit, en fait, je peux pas croire que la meuf a juste un don, et que moi, je suis un petit moldu, et que moi, je peux pas faire ce qu'elle fait. Et que, du coup, je me dis, en fait, j'ai l'impression que nous, les humains, on est passé à côté d'une part de nous-mêmes, tu vois. Qu'en fait, on a tous peut-être des facultés, des capacités qui nous échappent aujourd'hui, dont on n'a pas idée, et qu'on est tous capables de les développer. Et donc, je lui dis, mais si je voulais me former pour faire ce que tu fais, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai déjà entendu parler du Reiki, est-ce que tu crois que je pourrais faire du Reiki? Elle me dit, je connais une thérapeute très bien, si tu veux, je te donne son nom. Je lui dis, ok, bingo, allez, c'est parti. Et donc, je décide de suivre ma première formation, vraiment par curiosité. Je voulais pas du tout en faire un métier, tu vois. Je me suis dit, non, j'ai vraiment l'intuition que je suis passée à côté d'un truc essentiel, en fait. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord de me raconter un peu qui est la Laure jusqu'à la crise de couple? Ouais. En fait, tu disais j'étais très rationnelle. Ouais, carrément. Je le suis toujours, je précise. Ok. Ok. Enfin, en quoi t'avais pas ce système de pensée? Tu viens d'où? Tu es qui, en gros, qui explique que jamais dans ta vie tu as eu comme ça un lien avec ces choses, je sais pas, on dirait spirituelles, ésotériques? C'est quoi le mot que tu aimes? Moi, j'aime bien le mot, en fait, le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible, ouais. Est-ce que tu veux dire un peu de... aujourd'hui. Où est-ce que tu as grandi? Ouais, moi, écoute, j'ai grandi à Maisons-Laffitte, en Île-de-France, de 2 parents très rationnels et très cartésiens. Une maman qui est commerciale et un papa ingénieur. Et on m'a expliqué que dans la vie, il y avait 2 métiers, ingénieur et commercial. Donc ma sœur a fait ingénieur, moi j'ai fait commercial, et la troisième a fait commercial. Tu vois, donc jusque-là... Ton matelas de soins vient de nous tomber dessus. Est-ce qu'on a déjà dit, je crois qu'on a déjà dit, je suis chez toi, dans ta maison, à Nantes, et dans ta maison, tu as une salle de soins, puisque tu es devenue... énergéticienne. J'ai vu sur Instagram guérisseuse aussi.
Ouais, énergéticienne, guérisseuse. En fait, moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est d'accompagner la transformation intérieure. Ouais. En individuel ou en collectif. Et tu me disais que les étiquettes... Ouais, après l'étiquette énergéticienne, pour moi, l'énergie, c'est un outil, finalement, qui m'aide dans ces transformations, mais c'est pas l'essentiel, quoi. Tu vas raconter, mais du coup, là, on est dans ta salle de soins. Tu avais mis le matelas qui te sert à peut-être étendre les gens, c'est ça? Fait, ouais. Sur le mur, il vient de nous tomber dessus. Ouais. Un signe? Ou un hasard? Tu l'avais mal fixé. Tu veux que j'aille le ramasser? Non, pas du tout. Je l'avais très mal fixé, je pense que ce n'est pas forcément un signe. Okay. Ou si, un signe du fait que je suis assez maladroite comme personne. Ok, rationnelle, maladroite. Et toi, tu grandis dans un plutôt milieu favorisé, milieu défavorisé? Milieu très favorisé, à tel point que même je me sentais hyper coupable d'avoir autant de chance. D'être née dans une famille aussi aimante, bienveillante, aisée, sécurisante. Mm-hmm. Et, tu fais des études rationnelles? Je fais des études tout à fait rationnelles, un bac scientifique, et ensuite une école de commerce. Ok. Ouais. Où là, le monde de l'invisible est totalement absent ou pas? Ah bah totalement absent. Le monde de l'invisible en école de commerce, tu peux le chercher longtemps. Ouais. Ah ouais. Bah. J'en ai fait une aussi, et c'est vrai que je posais la question un peu de façon naïve, mais ouais. Ouais, non, franchement, totalement absent. Enfin, tu vois, la personne la plus bizarre que j'ai rencontrée en école de commerce, elle prônait la décroissance. À l'époque, c'était un truc de dingue. Sinon, tout le monde était pour la croissance. Je veux dire, le truc le plus bizarre, à l'époque, c'était d'être écolo, quoi, en école de commerce. Okay, d'accord. Heureusement, maintenant, c'est un peu plus fréquent. T'as quel âge? J'ai 35 ans. Est-ce que t'as l'impression qu'on n'a pas, pour essayer de te tirer le portrait, dit quelque chose qui explique quand même cette lore d'avant déclic? Ouais, je pense que quand même si j'avais pas cette ouverture, et d'ailleurs j'ai eu quelques occasions de me rendre compte, puisque Sarah parfois me disait je crois alors qu'il y a une présence dans la pièce, et j'étais là, bien sûr mon amour. C'est ta femme depuis combien de temps? Ou vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Et donc ça, elle te mentionne il y a quelqu'un dans la pièce pendant les 7 ans, souvent? Ouais. Bah ouais, de temps en temps, elle avait quand même des perceptions, des sensations. Et je lui disais, non, mais il doit y avoir un courant d'air. Tu vois. Ça t'attendrissait? Je trouvais ça hyper mignon. Ok, mignon, ouais. Ouais, hyper mignon. En plus, je me sentais hyper utile parce que j'avais l'impression de pouvoir la rassurer. Moi, j'avais pas du tout peur quand il fallait aller dans une pièce sombre. Elle me disait, oh, je sens qu'il y a des mauvaises énergies. J'étais là, oui, bah écoute, tu sais quoi, je vais mettre ma cape de sauveur et je vais aller dans cette pièce horrible avec toutes ces mauvaises énergies qui, moi, ne me fait pas du tout peur, en fait. J'avais aucun mérite. Ok. Donc ouais, non, il y a ça. Et puis après, je pense que j'ai quand même toujours été quelqu'un en quête. Je savais pas de quoi. Mais je pense que ça, c'est hyper important pour pas définir qui je suis, mais effectivement essayer de poser un peu de te connaître, ouais. Ouais, j'ai toujours été en quête, en fait, depuis toute petite, tu vois. Déjà, quand j'avais 14-15 ans, j'ai fait une dépression parce que je comprenais pas le sens de la vie. Enfin, tu vois, je me disais, mais c'est pas possible, ce monde, il y a un truc qui déconne. Il y a un truc on passe à côté du sens, là. Ça me semble incohérent, en fait. Tout ce qu'on me raconte, tout le monde trouve ça normal de voir des SDF dans la rue, de défoncer la planète parce qu'on t'explique que rationnellement, tu comprends, l'économie tiendrait pas sans ça. Enfin, je trouvais que il y avait une forme d'absurdité. Et du coup, j'ai toujours été en quête de sens, simplement. À 14-15 ans, c'est quoi? À 14-15 ans, on est au lycée? J'étais au lycée, ouais. Et du coup, médicalement, tu fais une dépression? C'est-à-dire que tu te mets à avoir des angoisses ou... Ouais, vraiment des angoisses assez fortes. Ouais, on me propose carrément de prendre un traitement médical, je vois un psy. Et t'as des souvenirs de cette époque? Ah ouais, carrément. Assez précis. Ouais. Et toi, tu te souviens te dire, tu ne comprends pas la violence du monde, c'est ça? Ouais, la violence. Ou ta place dans ce monde? Bah... En fait, non, je comprends pas la violence du monde et je me dis que ma place, j'aimerais bien sauver le monde. Mais à l'époque, je me sens assez désespérée. Quand je vois l'ampleur, je me souviens que j'ai essayé, mais peut-être que c'était un peu avant les 14 ans. J'ai eu une phase où j'essayais de faire des schémas pour bien comprendre le monde. Je trouvais ça hyper complexe et je trouvais qu'on passait à côté de l'essentiel et qu'on se racontait des histoires et qu'on se perdait dans ces histoires alors que la réalité était en fait sous nos yeux, tu vois. Mais du coup, cette quête de sens, pour moi, elle m'a jamais quittée. Mais de sens de pourquoi je vis? Ou parce que c'était quoi le mal ou la souffrance spécifique, ou c'était quoi le problème que tu voyais dans le monde à 14 ans ou un peu avant?
j'avais l'impression d'un côté superficiel en fait dans nos vies matérielles. J'avais l'impression qu'on était, à l'époque je posais pas ces mots-là, mais finalement qu'on était dans l'ego, qu'on était dans le paraître. Moi j'avais envie de savoir, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'avais envie de dire mais t'as quoi dans ton bide en fait? T'as quoi dans tes tripes? Je m'en fous de ta voiture, je m'en fous de combien tu gagnes par mois. En fait je veux savoir qui tu es. Déjà j'étais obsédée, tu vois, par l'authenticité et je trouvais que notre monde manquait d'authenticité et je sais pas, ça me déchirait de l'intérieur. J'avais vraiment des sensations physiques assez désagréables. Ouais. Comment tu comprends, du coup, que tu sois devenue cette Laure, école de commerce, puis après entrepreneuse à faire 1001 pitch pour lever de l'argent pour une entreprise que tu as créée? Bah écoute, je pense que au début, j'ai fait une école de commerce parce que j'ai essayé de sortir des rails, mais j'ai pas franchement réussi. J'ai cru le faire en devenant lesbienne quand même. Je me suis dit, je suis vachement outsider là. Puis en fait, très vite, mes parents disaient, c'est hyper cool que tu sois avec une femme. Je dis, ah merde. Donc je suis toujours sur les rails. J'ai arrêté d'aller en cours pendant la première. Je me suis dit, bon là, je vais peut-être pas avoir mon bac. Puis en fait, j'ai eu mon bac avec mention. Du coup, pareil, en fait, j'ai l'impression que j'étais sur une forme dans un train, sur des rails, et j'arrivais pas à en sortir. Et que ces rails allaient me mener à cette vie superficielle. Et donc, je me suis retrouvée en école de commerce, un peu malgré moi, en fait. Mais du coup, j'étais en école de commerce, mais tu vois, le soir et le week-end, j'étais dans des assos, j'étais dans un think tank sur l'Europe, au Sénat, où on réfléchissait à des propositions pour la Commission européenne. Enfin bref, je faisais 10 000 trucs. Dès que j'avais 2 minutes de vacances, je faisais du bénévolat. J'essayais de trouver du sens à côté de mon quotidien, tu vois. Du coup, on retourne au déclic. Moi, je trouvais ça quand même intéressant là de poser le personnage entre guillemets, parce que moi, une des choses qui m'a vachement motivé à te demander de faire cet échange, moi, je n'ai aucune connaissance, compétence ni connexion avec le monde de l'invisible. C'est-à-dire que il n'a jamais fait partie de ma vie. Alors là, je parle doucement pour voir s'il y a un souvenir qui m'arrive. Une anecdote, je suis allongé sur un lit sous un Velux. Il fait nuit et je me sens dans une tristesse énorme. Je pense en lien avec le fait que je me sens homosexuel et que je me sens explosé de peur de l'être, que je dois faire. Et je regarde le ciel et je me dis, j'ai grandi moi dans un milieu catholique croyant, et donc j'ai dit, si Jésus t'existe, mets-moi une étoile filante. Et là, il y a une étoile filante. J'ai jamais vu d'étoile filante. C'était la campagne française, tu vois, près de la Loire, je sais plus comment s'appelle la région. Enfin, tu vois, on n'est pas en plein mois d'août, et encore, peut-être que mon souvenir est pas bon. Peut-être qu'on est en plein mois d'août, exactement quand il y a 1000. Mais t'as vu une étoile filante. Mais c'est mon seul souvenir. En tout cas, j'aborde notre échange sans lien et sans connaissance. J'ai en revanche une curiosité bienveillante et aussi critique, c'est-à-dire bienveillante parce que ça me parle, l'invisible me parle, sans trop savoir de quoi je parle. Critique parce que, à l'instar de, tu vois, j'ai un autre podcast sur la psychanalyse, j'en ai fait pendant 10 ans, et je trouve ça important de me dire, ok, c'est quoi les dérives, c'est quoi le... Bien sûr. Voilà. Et moi, ce que j'adore dans ton profil, je t'apprécie beaucoup en tant que personne, et j'avais envie de faire entendre ta voix, mais aussi, tu es très rationnelle, tu es très intelligente, je te trouve extrêmement intelligente, et très rationnelle, tu vois. Et j'ai l'intuition que, c'est pour ça que je voulais qu'on pose ce setup, c'est que t'es passé du tout au tout. Oui, c'est vrai que pour le côté rationnel, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai quand même fait 6 ans de consulting, qui, je trouve, est une superbe école de rationalisme. C'est quoi le consulting ? Le consulting, tu sais, c'est des cabinets de conseil. Moi, c'était en stratégie des organisations, où en gros, on t'envoie à droite, à gauche. En général, c'était plutôt des entreprises du CAC 40, où t'arrives et tu fais
soit un bilan de l'organisation et tu dis, ok, la cible, c'est d'arriver à telle forme d'orga et du coup, voilà la trajectoire, voilà comment on va s'y prendre, on va découper en 4 chantiers, 5 étapes, en fait, 2 ETP. C'est des grosses entreprises qui achètent du jus de cerveau extérieur. Voilà, merci. Et du coup, hop, tu bosses, on te lance des grandes questions, des grands défis. Et toi, tu chopes plein d'informations sur l'entreprise et t'essayes de leur pondre des trucs intelligents que tu vas présenter en réunion. Avec des PowerPoint. Tu fais beaucoup de PowerPoint. Ouais, j'allais dire. Beaucoup de PowerPoint, beaucoup de Excel. Ok. Voilà. On dit même dans le conseil parfois qu'on pisse des slides. On pisse des slides. Et on dit qui est le pisseur de slides dans cette équipe. Ok. C'est un joli métier. Non, mais blague à part, à nouveau, je crache pas sur le conseil. J'ai trouvé que c'était une superbe école. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai envie d'entendre ton rapport au monde invisible et à ce déclic et à la suite qui est advenue et que tu vas nous raconter, à l'épreuve de ton rationalisme, de cette forme d'intelligence que moi, en tout cas, je respecte et donc je suis très curieux. J'en parlais à mon frère de cet échange, je l'ai un peu préparé avec mon frère. Et justement, il me disait, mais je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais pourquoi elle ? Et c'est justement parce que je crois que si tu avais été directement plus ésotérique toi-même, tu sais, il y a des personnes que tu as dû rencontrer. Oui, si j'étais née perchée. Voilà. C'est possible. Tu m'évites de nombreuses phrases pour tourner autour du pot, mais voilà. Non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que j'en ai croisé des gens comme ça qui m'ont. Aujourd'hui, où je me suis dit, mais non, mais ils sont perchés. Ils sont complètement tarés, ces gens-là. Et effectivement, ça me challenge parce que je dois, maintenant que j'ai ouvert cette porte, en permanence, au cours de ce parcours que je vais peut-être raconter après, je me suis dit, est-ce que cette croyance, j'y adhère ou pas ? Est-ce que je la flag perchée dans mon petit PowerPoint intérieur ou est-ce que je me dis, à explorer, tu vois ? C'est vraiment un challenge de chaque instant, en fait, de rester rationnel dans ce monde-là. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Moi, je trouve ça vachement... je crois qu'en gros, mon frère me disait, quel dommage, on s'est libéré des religions et en voici de nouvelles qui nous asservissent. C'est injuste, il est pas là pour défendre un point de vue beaucoup plus nuancé et intelligent. Je comprends. Mais tu vois, en gros, je caricature notre discussion, comme ça peut te donner du grain à réponse. Et moi, je suis assez inspiré et curieux de cet élargissement de pensée, de ce challenge permanent, de dire « Ah putain, c'est ultra perché ». Et je pense que moi, j'aurais pas été capable de faire cet échange si j'avais pas eu un parcours, par exemple, en communication non violente. Donc j'ai fait un stage de CNV, communication non violente, je vois très bien. ou bien un stage au Schumacher College, qui est un espace très écolo, spirituel écolo. Donc en gros, j'ai fait un câlin à un arbre et je suis allé me chercher à des endroits perchés et je crois que j'ai rencontré des trucs. Tu vois, j'étais très non mais mytho, vas-y c'est nul. Mais j'ai rencontré des trucs. Donc, je suis très curieux de ce que tu vas raconter. Juste pour que tu racontes, on finit... Le teasing. Ouais, c'est clair. L'avant-déclic, crise de couple. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, je pense à un petit début de burn-out qui pointait le bout de son nez, mais dont j'avais pas conscience. À ce moment-là ? Ouais. Je me disais, je suis un peu fatiguée. J'avais pas conscience que j'étais en burn-out. C'était quoi les symptômes de ce un peu fatigué ? Difficulté à me concentrer. Et à ce stade, difficulté à me concentrer. Et plus ça allait, plus c'était... j'ai du mal à comprendre ce qu'on me raconte. Et à la fin du burn-out, c'était... en fait, je ne comprends plus quand on parle de boulot. Je comprenais hyper bien quand on me racontait le dernier film qui était sorti. Mais alors, quand on me parlait de boulot, je ne comprenais plus. Vraiment, comme si on me parlait chinois. Donc, super bizarre, le cerveau. Ça disjoncte, quoi. C'est-à-dire que t'es en réunion, donc toi t'es la bras droit de la directrice générale d'une énorme boîte. Ouais, je sais pas si on peut dire bras droit. Un des 8 bras droits. Je travaille avec la DG, effectivement, sur la transformation. Après, en gros, normalement, j'avais 10 000 casquettes, donc à la fin, mon poste était un peu complexe à définir. Mais soit, mais ton cerveau fonctionne bien normalement. Oui. Là, t'es en réunion. Et là, je comprends plus. Et explique-moi, les gens parlent, et toi, t'as soudainement très chaud. Quoi, ton oreille se bloque, c'est-à-dire quoi, je comprends pas. Ah, pardon, non. En fait, j'entends très bien, hein. J'entends les mots, et d'ailleurs, je me dis, la phrase a l'air très bien construite, je sens qu'il y a un sujet, un verbe, un complément, on est bien, tout y est. Mais moi, le sens ne percute pas. Il y a un truc, ça rentre par mes oreilles, j'ai pas de problème d'audition. D'ailleurs, j'ai pas plus chaud que ça aux oreilles, mais le sens ne me vient pas,
je ne capte plus le sens des mots. Tu réponds quoi, du coup? Et ben, en fait, j'ai réalisé qu'on pouvait très bien travailler sans capter le sens des mots. C'est horrible. Non, mais en fait, c'est hyper dur de dire... La première fois que ça m'est arrivé, on me parle, je comprends pas, je me dis, j'étais pas concentrée. Excuse-moi, tu peux répéter? On répète, je comprends toujours pas. Je me dis, merde, là, il y a un problème. Et j'ose pas le dire. Je dis pas, excuse-moi, je crois que je viens de perdre... Je vais remettre les plombs, là, comme chez moi, ça a disjoncté, je t'entends plus, je te comprends plus. C'est hyper dur d'avouer que notre cerveau a disjoncté quand c'est notre principal outil de travail. Donc j'ai pas osé le dire. Et du coup, je me basais que sur les réactions des gens. Quand au son de la voix, aux intonations, aux expressions, en fait, sur toute la communication non verbale, j'ai vu qu'elle était très très riche. Et du coup, grâce à ça, je disais oui, je suis tout à fait alignée. Ou non, je pense qu'il faut creuser encore. Tu sais quoi, fais-moi 3 scénarios. Alors là, j'ai compris que dans le conseil aussi, on faisait quand même un peu des claquettes. Et c'est horrible. C'est assez horrible de l'avouer, mais oui, j'ai pas tout de suite osé dire que j'étais en burn-out. Pendant combien de temps t'as eu ces symptômes? Et pourquoi tu rigoles? Tu veux pas le dire? Non, c'est honteux, mais je pense que je les ai eus pendant 6 mois. J'ai mis 6 mois vraiment à me l'avouer. Pourquoi c'est honteux? C'est super jugeant, honteux. Oui, parce que moi j'aime bien, je suis plutôt quelqu'un d'honnête et de transparent, et du coup j'ai l'impression d'avoir caché quelque chose à mes collègues, tu vois, de pas leur avoir dit je suis désolée, je suis à 70% de mes capacités cérébrales, aujourd'hui je suis plus qu'à 30, là je suis passée à 0, désolée, je ne sers plus à rien. J'aurais bien aimé avoir cette honnêteté, mais j'ai pas réussi, j'ai pas eu le courage en fait de le dire. Mais comment t'as tenu 6 mois? C'est énorme. C'était horrible. Ouais. C'était horrible. Non, c'était horrible. Après ça a été progressif, C'était vraiment à la fin où je ne comprenais plus rien. Et quand je comprenais plus rien, du tout, je pense que ça a quand même dû durer encore 2 semaines. 2 semaines 2 semaines où là, j'avais aucune info sur le sens de ce qui m'était dit, à part la communication non verbale. Et du coup, quand t'as été le couperet final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce rendez-vous avec cette médium? Non. En fait... Encore après, t'as continué à travailler, t'étais dans ton processus de burn-out. Ouais, écoute, grâce à notre crise de couple avec Sarah, j'ai décidé d'aller voir un psy, de reprendre un travail thérapeutique. J'en ai déjà fait plein de fois dans ma vie, mais je me suis dit, allez, c'est le moment de m'y remettre. Et du coup, c'est ce travail avec ce thérapeute et une discussion avec une amie coach aussi, qui m'a fait prendre conscience que éventuellement j'étais en burn-out. Il y a un lien entre ce déclic autour du monde invisible et le burn-out? Franchement, je pense pas, à part que ça m'a donné le temps d'explorer. Tu t'es mis en arrêt? Tu t'es soigné? J'ai été obligée de me mettre en arrêt, et puis je voyais bien que j'étais pas capable de reprendre un boulot. Donc je me suis soignée. Du coup, j'ai fait plein d'autres soins énergétiques, plein de formations. Ça m'a vraiment créé l'espace. C'était finalement un cadeau, je pense, pour me permettre d'explorer tout ça. Tu as la croyance... moi, j'ai la croyance que notre cerveau déconnecte. C'est quand même impressionnant de voir que ton cerveau ne déconnecte pas totalement et déconnecte à certains endroits. Toi qui as plutôt un parcours d'une femme professionnellement très engagée, très meneuse, t'es d'accord avec moi? Ouais. Quick, ton cerveau te déconnecte comme pour te sauver. T'as la croyance que ça serait ça le lien que je fais, mais tu l'as pas apparemment, cette croyance que ton burn-out, il vient te dire non, ça c'est pas par là. Et puis comme t'entends pas, tu commences à me casser les pieds, donc clac. Ah si, oui, alors effectivement, si tu vas par là, j'ai cette croyance aujourd'hui, mais c'est une croyance nouvelle que j'avais pas à l'époque, qu'en effet, je pense que notre corps a une forme d'intelligence qui nous dépasse, et que mon corps est venu me dire, en fait, c'est pas le bon chemin, tu te perds... c'est pas du tout le sens que tu veux donner à ta vie, et donner cette opportunité effectivement d'explorer. Je pense que j'aurais exploré, mais d'explorer beaucoup plus vite, quoi. C'est allé très très vite pour moi. La Laure avant déclic n'était pas connectée à la question de la somatisation. Tu pensais pas, toi, que quand t'avais mal à des endroits ou que ton corps disait des choses, ça disait des choses justement? Si, mais je pensais que c'était pas systématique, tu vois. J'avais un ostéo qui me disait quand t'as mal à tel endroit du dos, c'est le coup de poignard dans le dos. Je me disais non mais c'est bon, quoi.
Non, j'y croyais un peu, mais je me disais, faut pas non plus exagérer, c'est pas systématique, quoi. Ouais. Non, j'étais vraiment assez, hyper cartésienne, voire peut-être on pourrait dire rigide, hein, tu vois, sur certains aspects, quoi. Ouais. Et donc là, on revient à cette séance avec cette ancienne collègue médium, énergéticienne. Ouais. Je sais pas quels sont les bons termes. Elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle médium, messagère. Médium, messagère. Ouais. Elle t'a enlevé un serpent des ovaires. Notamment, ouais. T'as senti quelque chose. Puis après, elle se met à te partager des informations sur toi qui sont vraies, qui sont très intimes. Est-ce que t'es à l'aise de les raconter ou d'en raconter quelques-unes? Bah, écoute... Et t'as le droit de dire non, hein. Ouais. En fait, c'est très... Enfin, ça a duré vraiment 1 heure, donc c'était hyper dense. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle m'a parlé d'une agression dont j'ai été victime quand j'étais enfant, quand j'avais 7 ans, d'une agression sexuelle. Et clairement, enfin, tu vois, on n'est pas dans l'info gala, voici, où le truc est écrit de sorte à ce que tout le monde croit que ça s'adresse à lui, tu vois. C'était vraiment hyper personnel. Parce qu'elle t'a décrit la scène, elle t'a décrit... Bah déjà, elle m'a dit que ça m'était arrivé et que j'avais 7 ans. Elle pouvait pas vraiment l'inventer. Et elle m'a dit ce que j'avais ressenti à l'époque, pas quand ça m'est arrivé, mais après. La solitude dans laquelle je m'étais trouvée... Je t'avoue que là, je sais plus exactement ce qu'elle m'en a dit, mais sur le coup, je me suis sentie vraiment comprise hyper profondément dans mon âme, en fait. Je posais pas ce mot-là, évidemment, j'y croyais pas à l'âme, mais c'est ce qui s'est passé. C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.